Bonjour chers amis boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Au cours des derniers jours, les marchés semblent hésiter quant à la direction prendre. Après avoir battu son record de 4200 quelques points au début du mois, le S&P 500 vivote entre 4100 et 4200 points depuis un bon bout de temps. Le Nasdaq connaît des hauts et des bas depuis la fin février après avoir subi deux corrections desquelles il tente de se relever. D'ailleurs, les portefeuilles de plusieurs d'entre nous affichent encore les blessures de ces derniers combats. Sans surprise, c'est l'inflation ou le risque d'une inflation persistante qui fait hésiter les marchés présentement, ce qu'on appelle dans le jargon le FUD pour Fear, Uncertainty and Doubts, ou en français la peur, l'incertitude et les doutes rend plusieurs investisseurs craintifs. Les gestionnaires de fonds d'investissement cherchent à se protéger du pire de peur de voir leurs fonds perdre des clients si le marché se mettrait à chuter et par le fait même des précieux frais de gestion dans le cas où l'inflation serait plus importante que prévu. En cas d'incertitude, c'est le rendement actuel qui prime sur le rendement futur. Pas surprenant que les banques ou les conglomérats tels que Berkshire Hathaway ont le vent dans les voiles, alors que plusieurs entreprises technologiques n'étant toujours pas profitables font face au vent. C'est justement la peur d'une inflation persistante qui a précipité cette rotation vers des valeurs plus sûres. L'inflation augmente le risque d'une hausse des taux d'intérêt, rend le financement plus difficile pour ces entreprises de croissance, réduit leur multiple de valorisation et fait chuter le prix de leurs actions. Plus cette peur s'accentue, plus les actions de ces entreprises se font toucher durement. Pensons à Tesla, par exemple, qui est en baisse de 30% depuis les records de janvier. Les scénarios les plus pessimistes actuellement prévoient une poursuite de la hausse de l'inflation au cours de l'année jusqu'à des niveaux qui pourraient atteindre 6, 7, 8, 9% ou même 10%. De tels niveaux participeraient à un désancrage des anticipations d'inflation normalement bien ancrée à 2%, ce qui propulserait l'économie dans une spirale inflationniste et les marchés à la renverse. Face à ce possible scénario, je me suis assis pour dessiner les grandes lignes de ma pensée par rapport à l'inflation. Sans surprise, vous allez réaliser que je rejoins la lecture de l'économie de la Fed, mais ça ne veut absolument pas dire que j'ai raison ou que la Fed a raison. Rappelez-vous, lors de la crise financière de 2008, la Fed avait tort sur pratiquement toute la ligne et n'a pu prévenir la débâcle liés au marché immobilier américain. Peut-être auront-ils raison ce coup-ci avec l'inflation, peut-être que non. Dans tous les cas, ça vaut la peine de se faire une tête sur le sujet. Pour ma part, voici ce que je crois qui se passera au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Les données du mois d'avril nous ont clairement indiqué que l'inflation s'accélère depuis le début de l'année, avec une hausse des prix annualisés de 4,2%. Ce sont des niveaux que nous n'avons pas connus depuis pratiquement 15 ans. Cette phase d'accélération risque de se poursuivre au mois de mai. Les énormes dépenses gouvernementales financées par la presse à monnaie, l'envoi de chèques directement aux citoyens et les perturbations des chaînes d'approvisionnement causées par la pandémie ont créé un déséquilibre dans l'offre et la demande, ce qui a participé à une augmentation des prix. Cette augmentation qui devrait se poursuivre jusqu'en mai, je l'ai appelée la phase panique. C'est la période pendant laquelle les investisseurs et les médias réagissent ou réagiront de façon excessive aux données de l'inflation. C'est la période des titres sensationnels du genre l'inflation des années 70 est de retour, etc. C'est aussi la période où le marché est le plus fébrile et plus susceptible de réagir à la baisse à de mauvaises nouvelles telles qu'une inflation plus élevée qu'anticipée. Par exemple, dans mon modèle, je prévois que l'inflation en mai, dont les données seront publiées au début juin, pourrait atteindre une croissance annualisée de 5%, ce qui serait largement supérieur aux 4,2% du mois d'avril. Selon mon hypothèse, cette valeur devrait être la plus élevée que nous obtiendrons cette année, et ce pour deux raisons. D'une part, parce que les données seront calculées à partir du creux de la période déflationniste de l'an dernier, et d'une autre, parce que le mois de mai signale la fin de la monnaie hélicoptère. En fait, en mai, tous les chèques visant à stimuler l'économie américaine ayant été envoyés en 3 rondes successives depuis l'an dernier, soit 2020, devraient avoir été reçus par les citoyens américains visés. L'impact de la monnaie hélicoptère sur le revenu des ménages américains est indéniable, comme vous pouvez le voir à l'écran. À chaque fois que des chèques furent envoyés, le revenu des Américains a bondi de façon importante. La fin de cette période de free money devrait ralentir le rythme de la consommation des ménages du fait de la baisse de revenus qui sera encaissée par plusieurs ménages américains. D'ailleurs, celle-ci a passablement ralenti en avril dans la mesure où aucun gain ne fut enregistré.
Par contre, l'épargne des ménages reste historiquement élevée parce qu'une bonne partie de cet argent reçu du gouvernement fut épargné. Éventuellement, cette épargne devrait se retrouver dans l'économie à mesure que l'économie réouvre progressivement. Ce qui m'amène à vous parler de la deuxième phase d'inflation de l'année, après la fin de l'argent hélicoptère qui marque le point de renversement de la tendance haussière, vient la phase de relâchement. Après la réouverture de l'économie, qui est déjà complétée dans plusieurs États américains, les ménages devraient modifier leur consommation en se dirigeant vers les services qui seront de nouveau offerts. Ce sera tout simplement l'été de la décennie. Restaurants, bars, hébergements hôteliers, locations Airbnb, camping, parcs d'attractions, etc. Tout ce qui nous était interdit en raison de la pandémie devrait connaître un rebond important. Ce sera un été où les expériences auront la cote. L'inflation sera toujours présente, mais celle-ci ralentira en raison de deux facteurs. D'abord, bien que les gens meurent d'envie de se rendre manger un bon steak fumé dans un restaurant, ça ne veut pas dire qu'ils s'y rendront chaque soir pendant un mois. La consommation des services de ce type n'est habituellement pas récurrente, ce qui devrait pressuriser les prix, mais de façon temporaire. Deuxièmement, l'effet de base sera grandement diminué à mesure que l'on s'éloignera du creux déflationniste de 2020, dont le point bas s'est produit en mai 2020. Ce qui veut dire que l'inflation sera naturellement amortie. Comprenez-moi bien, l'inflation chute de juin à août, mais selon mon modèle, celle-ci se situe toujours vers les plus ou moins 4% sur une base annualisée pendant cette période. Puis l'été passe et vient le deuxième moment clé de l'année que j'ai nommé la fin de la récréation. En septembre prochain, les suppléments d'aide à l'assurance-emploi ainsi que l'assurance-emploi destinée aux freelancers, travailleurs autonomes, travailleurs de la gig economy arrivera à terme. Ce sera la fin de la récréation pour les chômeurs ou les travailleurs toujours sur le chômage. Actuellement, le taux de chômage est de 6,1% aux États-Unis, ce qui fait qu'un peu plus de 9 millions d'individus sont à la recherche d'un emploi. En même temps, il y a plus de 8 millions de postes offerts qui sont non comblés. Selon plusieurs économistes et analystes, ce taux de chômage est causé par les programmes gouvernementaux qui provoquent une pénurie de main-d'œuvre artificielle dans plusieurs secteurs de l'économie. Par exemple, McDonald's s'est retrouvé à devoir payer les gens pour qu'ils participent à une entrevue d'embauche. Ou à Uber qui devra dépenser plus de 200 millions pour inciter les chauffeurs à revenir sur la plateforme. Un chauffeur Uber peut gagner jusqu'à 40 de l'heure dans plusieurs villes américaines présentement, tellement la demande est importante et le manque de chauffeurs se fait sentir. Or, la fin de ces programmes amènera ces chômeurs à retourner sur le marché du travail pour combler les postes disponibles. Plusieurs États ont même indiqué qu'ils mettraient un terme à ces programmes d'aide dès le mois de juin. La fin des soutiens aux chômeurs participera à une réduction des dépenses au courant de l'été et en début d'automne. Les gens réaliseront que les chèques n'arriveront plus par la poste et que le retour au travail s'impose. En plus, on tend à être beaucoup plus frugal avec notre argent durement gagné qu'avec celui reçu sans avoir fait le moindre effort. La vélocité de la monnaie, soit la vitesse à laquelle l'argent est dépensé dans l'économie, devrait aussi ralentir. Le retour au travail de millions de chômeurs augmentera la production de biens et services dans l'économie, ce qui participera à réduire la hausse des prix dans certains secteurs. Les salaires devraient aussi diminuer avec plus de compétition sur le marché du travail, réduisant par le fait même les coûts de plusieurs entreprises et donc des prix demandés pour leurs produits ou leurs services. Puis vient la troisième et dernière phase qui sera caractérisée par une amélioration des chaînes d'approvisionnement. Déjà, les entreprises font tout leur possible pour rétablir les chaînes d'approvisionnement afin d'augmenter l'offre de produits pour répondre à la demande. Ce retour à l'équilibre qui sera bien amorcé à l'automne devrait ouvrir la porte à des baisses de prix pour plusieurs biens et matériaux de base. Par exemple, le prix du bois ne restera pas indéfiniment élevé comme il l'est actuellement. Des arbres, il y en a, des scieries aussi. Il s'agit de faire redémarrer le tout à fond de train et vous allez voir que les prix finiront par chuter. D'ailleurs, le prix du bois semble avoir amorcé sa descente au cours des derniers jours. À l'automne, tous les problèmes de chaîne d'approvisionnement ne seront pas réglés, mais la pression que cela cause sur la hausse des prix sera moindre, ce qui participera à une baisse de l'inflation. Pour ce qui est des marchés, je crois que ceux-ci vont réagir fortement lors de la publication des données d'inflation du mois de mai qui se fera en juin. Si on bat les estimés qui sont autour de 4,7% et qu'on atteint les 5% ou plus, la volatilité sera à son paroxysme. Les entreprises de croissance y goûteront et les marchés en général pourraient se corriger.
Pour moi, si cela se produit, ça pourrait être une belle opportunité à saisir, car si en juin et en juillet, la tendance à la hausse se renverse et que le scénario ressemble à mon hypothèse, celle que je viens de vous présenter, on va être en train de mettre la table pour un rebond à la fin de l'été ou au début de l'automne sur les marchés. Lorsque les peurs de l'inflation se dissiperont, que l'incertitude face à une hausse surprise des taux d'intérêt sera évacuée, vous verrez les investisseurs s'étant réfugiés dans des valeurs plus sûres, accourir pour reprendre position dans les secteurs de croissance. En gros, l'inflation risque de monter puis de chuter tranquillement et les marchés risquent d'être volatiles, de potentiellement baisser pour finalement remonter en fin d'année, donc fin de l'été, début de l'automne. Enfin, je n'ai pas la science infuse et puis si le gouvernement américain redémarre l'envoi de chèques ou accouche d'un plan d'infrastructure gigantesque, mon hypothèse pourrait facilement tomber à l'eau. Peu importe, je garde à l'œil les données qui sortiront au cours des prochains mois, des prochaines semaines, et si la courbe suit plus ou moins mon hypothèse, je serai prêt à doubler ma mise sur certaines de mes positions. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire ce que vous pensez de mon hypothèse. Êtes-vous d'accord avec mon hypothèse ou suis-je trop optimiste par rapport à l'inflation? Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.